Bonjour à tous et bonne année sur Immédiat. Cette semaine, on se retrouve pour un numéro spécial. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Florian. Alors, on est côte à côte cette semaine parce qu'on a un invité avec nous pour ce numéro, c'est Xavier Aimant. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes ici pour présenter votre livre. Il est issu de la collection Désintox de la Nouvelle Librairie. Formatage continu, tour de France des 14 principales écoles de journalisme. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau. On parle très souvent dans les médias des journalistes et de leur formation. Eh bien, cette fois-ci, on va pouvoir cibler plus particulièrement les écoles. Avant toute chose, vous le savez, pour garantir le succès de cette émission, nous sommes sur YouTube, donc il y a la petite promo, le petit pouce en l'air, les commentaires s'il vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à partager cette émission si vous avez, je ne sais pas moi, un neveu qui veut devenir journaliste. Si vous connaissez un journaliste aussi, vous-même, vous pouvez lui demander quelle école est-ce qu'il a fait. Ou alors, vous pouvez le partager à votre voisin qui s'intéresse particulièrement au mode de financement, à tout un tas de choses liées aux écoles de journalisme qui pourraient les intéresser. Donc, le pouce en l'air, les commentaires, c'est très important. Xavier Aimant, on a compris qu'on va parler des écoles de journalisme. Votre livre s'intitule « Formatage en continu ». Si je vous suis bien, les écoles formatent les élèves, mais finalement, ça continue plus loin encore que dans les écoles. C'est une empreinte qui perdure, en somme? Alors, tout à fait. En fait, ce petit livre, qui est un livre d'enquête, a pour origine une réflexion que nous avions eue avec Claude Cholet, qui s'occupe donc de l'Observatoire du journalisme. On s'interrogeait justement sur les raisons profondes du consensus idéologique qui règne dans les médias dominants, dans les médias centraux, et surtout le caractère immuable de ce consensus. C'est-à-dire, quelles que soient les transformations dans la société, les résultats électoraux, les changements au sein de l'opinion, le consensus, par contre, journalistique, lui, ne bouge pas d'un iota, d'un pouce. On a l'impression d'une sorte de fort à l'amo idéologique des journalistes entre eux, et on s'étonnait de cette imperméabilité, finalement, du monde journalistique aux changements d'opinion et aux évolutions des mentalités, des résultats électoraux, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ça doit venir de leur formation et de la façon dont ils sont recrutés. Donc on s'est penché sur ces écoles en choisissant les 14 qui sont reconnues par la profession, donc celles qui sont censées être les plus sérieuses, les plus réputées, et celles qui fournissent le gros des troupes des médias les plus importants, en tout cas en termes de puissance de frappe idéologique. Et on n'a pas été déçus de ce qu'on a trouvé en se penchant sur ces différentes écoles. Alors il y a 3 chapitres, ça m'a amusé. Il y a les écoles parisiennes, il y a les écoles en province, et puis le 3e chapitre qui est plus court, il est consacré aux alternatives en construction qu'on abordera à la fin de cette émission si vous le voulez bien. Jean-Yves, peut-être, est-ce que vous avez déjà un commentaire à faire sur ces écoles de journalisme et leur manque de pluralisme? Je crois qu'il y a eu... Le Figaro a fait une expérience très malheureuse il y a 7 ou 8 ans quand il a créé le Figaro en ligne, où ils ont recruté massivement des jeunes journalistes dans les écoles de journalisme. Et évidemment, ils ont obtenu le résultat qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire quelque chose d'encore plus conformiste que le Figaro papier, ce qu'ils ont corrigé après en créant le Figaro Vox, qui ouvre, lui, la parole à de vrais intellectuels et à des gens qui ne sont pas passés par les écoles de journalisme. Mais ça continue quand même. On continue d'en voir, nous le dénonçons d'ailleurs régulièrement, on continue de voir des titres tout à fait abracadabrantesques, parce que c'est sans doute la doxa qu'ils ont appris et qui le recopient. Jeune journaliste recruté au Figaro. Oui, la doxa, le terme est tout à fait bon et tout à fait pertinent, parce que c'est vraiment un formatage idéologique qui a d'une grande pesanteur, et on le voit parce qu'on a réuni justement dans ce petit livre un certain nombre de témoignages d'anciens élèves de ces écoles, donc des gens qui pensaient un peu différemment. Et qui nous ont expliqué comment ils avaient vécu, entre guillemets, cette différence au sein de ces écoles. Et ça a été très difficile en général pour eux. En fait, grosso modo, il y avait deux solutions qui s'offraient à eux.
soit c'était insupportable et ils ont quitté la formation avant terme, soit ils ont dû faire profil bas, accepter les règles du jeu et finalement dire et écrire contre ce qu'ils pensaient profondément. Sinon, ils étaient mis à l'écart, voire exclus, et en tout cas, ils voyaient toutes les portes et les opportunités professionnelles futures se fermer à eux. Il y a vraiment des exemples qui sont à la fois amusants, mais aussi qui peuvent paraître un peu terrifiants, d'élèves qui ont été dénoncés par leurs propres camarades pour des propos politiquement incorrects tenus, mais en dehors des cours, à la cafétéria ou dans les couloirs. Il y a des élèves qui ont été convoqués par la direction de leur établissement parce qu'ils avaient l'intention de faire des stages dans des médias qui n'étaient pas considérés comme faisant partie de l'arc républicain, si je puis dire. Et ça va très loin, parce que on a eu un témoignage d'une jeune femme qui a expliqué avoir été convoquée de cette façon parce qu'elle avait l'intention de faire son stage à Famille Chrétienne. Famille Chrétienne qui n'est pas vraiment un brûlot d'extrême droite. Mais c'était déjà... C'est l'extension du domaine de la diabolisation. C'est exactement ça. C'est-à-dire que même Famille Chrétienne apparaissait comme c'était catholique, revendiqué, comme quelque chose qui n'entrait pas dans justement cette doxa bien pensante imposée par ces écoles. Mais ce qui est intéressant dans ce manque de pluralisme que vous décrivez, c'est que finalement il y a une pression plus importante des élèves, parfois même que de la part des professeurs sur ces petits camarades qui sortent du droit chemin, n'est-ce pas, comme vous étiez en train de le souligner. Comment est-ce que vous expliquez ça finalement? Est-ce que la jeunesse a intégré finalement cette forme de censure d'opinion, du délit d'opinion? Alors pas toute la jeunesse, en tout cas je l'espère et je le constate quand même dans d'autres circonstances, mais cette jeunesse-là qui se retrouve dans les écoles de journalisme, certainement, parce qu'en fait ce formatage intellectuel et idéologique, il commence même avant leur entrée dans l'école. Car, à quelques exceptions près, il y a quand même une forte endogamie sociale dans ces écoles. C'est-à-dire que ce sont plutôt, en résumant à gros traits, mais c'est quand même à peu près ça. Les gens qui se retrouvent dans ces écoles, ce sont des fils et des filles de la bourgeoisie, et notamment de la bourgeoisie citadine des centres-villes. Donc ils ont déjà, un prêt-à-penser commun. Ce sont des gens qui ont fréquenté souvent les mêmes établissements scolaires, qui se fréquentaient déjà avant les écoles et qui partagent cette idée en fait de l'entre-soi et une sorte de supériorité intellectuelle et morale sur le reste de la population. Oui, ils éclairent le monde. Voilà, c'est ça. Ils éclairent le monde de leur Ce sont les lumière. vigies de la morale républicaine et donc ils sont déjà en entrant persuadés d'avoir une sorte de primat moral qui justifie leur éloignement des réalités, des considérations et des problèmes de la plèbe. Est-ce que vous diriez qu'un parcours dans les grandes écoles, ça garantit ensuite un parcours professionnel dans les grands médias? Est-ce que vous distinguez vraiment la province et les grandes écoles parisiennes? Alors, il y a des grandes écoles en province. Le SG Lille, qui est une des plus connues, même si c'est d'un point de vue idéologique sans doute une des pires. Le passage dans ces 14 écoles peuvent être considérées comme 14 grandes écoles. C'est quand même, on va dire, le haut du panier, parce qu'il y a des dizaines d'autres écoles de journalisme. Vous citez beaucoup d'exemples de grands journalistes qui sont sortis de grands journalistes qui parce sont qu'en fait, sortis c'est ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de la formation, ce que vendent ces écoles, ce sont aussi un carnet d'adresse. C'est-à-dire, c'est une aptitude justement à placer ensuite ces anciens élèves dans les médias. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes, même qui ne pensent pas comme la doxa, acceptent de se soumettre pendant 2 ou 3 ans à celle-ci pour espérer ensuite avoir accès à ces médias, parce que sans ce passage obligé, c'est beaucoup plus difficile. Et vous pensez que c'est plus particulièrement à Paris qu'il y a ce conformisme qui est vendu? Alors, je l'espérais un peu en commençant cette enquête, mais finalement, il n'y a pas de très grande différence que j'ai pu constater entre les écoles de province et les écoles parisiennes. Le côté peut-être un peu entre-soi bourgeois est peut-être un peu plus marqué à Paris qu'en province, où il y a peut-être un poil de plus grande diversité sociale, mais c'est quand même très marginal. On retrouve quand même grosso modo le même climat et le même schéma que ce soit à Paris, à Toulouse, à Strasbourg, etc.
On l'a compris, cet entre-soi social, c'est un fort marqueur de ces écoles. Est-ce que vous pensez que les grandes écoles ont trouvé la parade en instaurant des quotas sur la diversité sociale? Parce que ça se fait à Sciences Po désormais. Il y a... La diversité sociale ou la diversité ethnique? Vous parlez le politiquement correct? Je citais le terme de quota social, qui est celui employé par les écoles, mais qui est intéressant. Oui, est-ce que c'est une parade? Est-ce que ça a marché, cette stratégie, d'abord? Ou est-ce que c'est une parade habile pour masquer un peu toute cette bourgeoisie, finalement, sous-jacente? Alors, il y a quelques différences entre les écoles. Pour ça, j'invite les téléspectateurs à se plonger. Mais grosso modo, c'est quand même un peu de la poudre aux yeux. En effet, la plupart de ces écoles mettent en place des programmes dits de diversité, d'encouragement à la diversité. Ça reste assez marginal dans leur recrutement. Et en effet, là, je rejoins Jean-Yves, c'est souvent plus une diversité ethnique qui est recherchée que véritablement sociale. C'est un peu pour se donner bonne conscience, justement, pour ne pas apparaître comme ces écoles pour fils de bourgeois, qu'elles sont quand même de façon assez large. Elles sont chères? Alors ça dépend, parce qu'il y a des écoles qui sont des écoles publiques, des établissements publics. Donc là, ça c'est pas cher, c'est l'État qui paye. L'écolage est celui, grosso modo, équivalent à celui de l'université. Sinon, elles peuvent être relativement chères. Mais celles-ci ne sont curieusement pas les plus chères. Il y a des écoles privées qui ne sont pas reconnues par l'État, qui sont beaucoup plus onéreuses. Mais en effet, c'est aussi un critère, même si également elles proposent souvent des bourses pour justement essayer d'encourager cette diversité. Mais de ce qu'on a pu constater, en tout cas aujourd'hui, c'est pas encore le cas de façon très très large. Vous dites même qu'il y a des systèmes mis en place qui permettent de contourner les bourses, et que finalement elles ne reviennent pas à des étudiants qui sont particulièrement dans le besoin, mais elles reviennent à des étudiants qui souhaitaient particulièrement rentrer dans cette école. Oui, alors après c'est des petits arrangements parfois avec les réglementations pour faire rentrer telle ou telle personne. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que cette diversité, elle ne fonctionne pas non plus parce que justement, comme on l'a vu d'ailleurs dans d'autres grandes écoles qui ont essayé de faire rentrer des gens de ZEP, etc., il y a un problème de confrontation sociale qui se passe. Et en fait, les gens n'ont pas les mêmes codes. Et les gens qui viennent par ces filières-là se sentent rapidement exclus et pas du tout à l'aise au milieu de ces gens qui sont d'un autre monde qu'eux. Et en fait, on s'aperçoit souvent que ça se mélange pas du tout. C'est-à-dire que même quand il y a quelques élèves qui viennent d'autres horizons, ils ne sont pas intégrés parce qu'ils n'ont pas les codes, ils ne font pas partie de cette caste sociale particulière. Même avec des élèves qui sont majoritairement de gauche, voire même d'extrême gauche majoritairement oui, mais alors ça c'est assez classique, hein. C'est le fameux « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». En général, je pense qu'il y a beaucoup de gens de droite et notamment des électeurs du RN qui fréquentent beaucoup plus de diversité que les classiques de la gauche et de l'extrême gauche. Vous dites qu'il y a un entrisme assez fort justement de cette extrême gauche aujourd'hui dans les écoles, et que c'est peut-être eux qui ont le plus le droit de citer, en tout cas dans cette emprise qui a lieu. Alors, de l'entrisme, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que c'est fait de façon tout à fait officielle et affichée. Hein. C'est-à-dire que c'est plus dans la façon dont les établissements choisissent, par exemple, leurs intervenants. Donc qui sont en effet issus de médias qui vont, on va dire, du centre gauche à l'extrême gauche. Vous allez avoir beaucoup de représentations de Mediapart, de Street Press. Street Press qui est quand même un organe de délation policière et un organe militant et extrêmement virulent, mais qui est présenté comme un exemple aux jeunes journalistes de certaines de ces écoles. Par contre, vous pouvez chercher longtemps un journaliste de Valeurs Actuelles ou du JDD qui serait professeur ou intervenant dans ces fameuses écoles. C'est ça qu'on peut leur reprocher, c'est-à-dire que c'est pas d'inviter éventuellement des gens de Mediapart, parce que par exemple Mediapart est un vrai exemple
de réussite journalistique, mais c'est d'exclure les autres. Voilà, c'est toujours ça le problème. Et alors ça crée quand même un ensemble économique finalement, parce que le journaliste de Mediapart, il va avoir son traitement, son salaire, puis il va avoir les ménages qu'il fait dans les écoles de journalisme. Ah bien sûr, ça participe alors que le aussi journaliste de Valeurs Actuelles, il va être peut-être un peu moins bien traité, quoi. Oui, bien sûr, ça fonctionne relativement en vase clos, c'est-à-dire que comme vous le dites, le journaliste va pouvoir gagner quelques sous en faisant des masterclass, comme on dit. C'est quand même plus chic que ménage. Voilà. C'est quand même plus chic que ménage. Ça passe mieux en société. Oh là 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 là, oui. En échange, il prendra dans son média des stagiaires, il offrira des stages, etc. Éventuellement des postes par la suite. Donc tout ça crée un univers un peu de copinage. Copinage, réseautage. Réseautage, voilà. Quels sont les éléments alors vous dites malgré tout que ces écoles, parce que depuis le début on vient de les cibler particulièrement sur leur uniformité politique et de ce qu'on transmet aux élèves, mais vous dites aussi qu'elles transmettent un bon socle commun malgré tout pour faire des bons JRI. Les JRI, c'est des journalistes reporters images. Donc il n'y a que du mauvais ou il y a vraiment à boire et à manger? Il y a jamais que du mauvais, il y a rarement que du mauvais, ça peut arriver. Mais là, en tout cas, il est sûr que la partie technique de l'enseignement est plutôt bien faite. C'est-à-dire qu'en effet, pour apprendre à faire un journal, un montage, même sur les structures narratives pour des articles, tout ça, techniquement, je pense que c'est un vrai apport, et ça existe, et c'est d'ailleurs, à mon sens, le seul intérêt de ces écoles. Parce que le reste, c'est en effet du bourrage de crâne et du formatage, et d'apprendre aux gens comment devenir le plus politiquement correct, mais on ne peut pas leur reprocher cet aspect-là, c'est sûr. Et c'est ce que recherchent, je pense, les gens quand ils vont dans ces écoles, même en sachant qu'ils vont subir les fourches codines de la bien-pensance, c'est d'apprendre quand même techniquement, pratiquement leur métier. Le métier, oui. Voilà. Pourtant, dans chacune de ces grandes écoles, sur les fiches d'inscription que vous êtes allé consulter et que vous citez régulièrement tout au long de l'ouvrage, vous dites qu'on leur apprend à avoir une information impartiale, à distribuer une information impartiale, objective. Finalement, c'est quoi ce qu'on devrait leur apprendre à ces étudiants journalistes? Quels sont les impondérables de la formation d'un bon journaliste? Ce serait déjà l'objectivité. La recherche la recherche en tout cas tendre à la vérité et à l'honnêteté. L'impartialité, on sait bien que ça n'existe pas, donc ça c'est pas la peine de rêver d'avoir des journalistes impartiaux, puisque chacun nous sommes porteurs de notre vision du monde, mais l'honnêteté, la recherche des faits, de ne pas travestir les faits au nom justement de ces présupposés idéologiques. Ça devrait être la base. Et l'autre base, ça devrait être la curiosité intellectuelle, et ça devrait être le fait de questionner les pouvoirs. Parce que normalement, les pouvoirs. Le rôle des médias, c'est aussi ça, c'est d'être un contre-pouvoir et pas d'être la chambre d'enregistrement et d'écho de tous les pouvoirs. Et la schlag du pouvoir. Et la schlag, en plus du pouvoir, ce qu'ils sont très largement actuellement. Et c'est ça qui manque, parce que qu'ils soient de gauche, c'est une chose, hein, on dirait c'est leur choix, mais qu'ils manquent totalement de recul par rapport à leur idéologie. On le voit dans les sujets qu'ils choisissent pour leurs exercices, pour les journaux internes qu'ils produisent. C'est fascinant de conformisme, de banalité. C'est ça. Vous avez des exemples? Ils ont 20 ans et c'est vraiment tout ce qu'on peut déjà entendre ailleurs, c'est-à-dire la difficulté d'intégration des migrants, les violences policières en banlieue, comment une jeune femme ne peut pas vivre son islam de façon tout à fait apaisée en France, etc. C'est que ça, quoi, quasiment. C'est assez fascinant de se dire que dès leur entrée, ils sont déjà totalement calibrés pour, en effet, tenir une rubrique de surveillance à Libération, quoi. Jean-Yves, vous avez un grand principe que vous réexpliquez régulièrement sur les médias, mais peut-être que au début de 2025, avec des explications à nouveau, vous dites qu'il y a plusieurs sortes de désinformation journalistique. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? La meilleure désinformation, c'est l'occultation. La deuxième meilleure désinformation, c'est l'amplification de petits faits. C'est la pondération, en fait.
Alors, on peut d'ailleurs faire cette désinformation-là sans falsifier les faits. Oui, ça dépend de l'importance que l'on donne à tel ou tel... Ça dépend de le simple fait, la simple pondération est importante. Mais je pense qu'il y a aussi de la falsification. Il y a de la falsification et il y a du détournement. Il y a les fameux changements de prénom. Qui sont ça c'est de la falsification, couramment pratiquée par les journaux et notamment par Le Parisien qui est grand spécialiste de ça, c'est-à-dire qu'en fait en changeant le prénom, mais un prénom on va dire afro-maghrébin par exemple, par un prénom typiquement français, là il y a plus, on ne masque pas, on ne protège pas juste l'anonymat. On change la vision du fait et on est induit en erreur sur la nature exacte de ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment de la falsification. Pure et simple. Ce genre de pratique devrait être strictement interdite. De la même façon, hein, si c'est Jean-Édouard, il faut dire que c'est Jean-Édouard. Voilà. C'est journalisme responsable. Si c'est Jean-Édouard, on va dire que c'est Jean-Édouard. En général, ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, c'est du journalisme responsable, Xavier Aimant. Et c'est ça qui est terrible. Et on a eu des échos de ce genre. Alors là, c'est pas vrai dans les écoles, mais dans des gens qui ont justement fait des stages, etc., de conférences de rédaction, où l'interrogation sur le traitement de tel ou tel fait n'est pas est-ce que c'est important, est-ce qu'il faut en parler en première page ou en deuxième, etc. C'est-à-dire, est-ce que ça fait le jeu ou non de l'extrême droite. Oui. C'est le journalisme responsable. Et en fait, c'est ça qui va éclairer et faire qu'on va peut-être le mettre en une ou le traiter en deuxième ligne. C'est la préoccupation première, c'est-à-dire les éventuelles conséquences politiques d'un article. Ce n'est pas le travail d'un journaliste de faire ça. Il doit traiter l'information en dehors de ces fantasmes de récupération ou d'interprétation. Il faut faire confiance aussi à l'intelligence du lecteur, et arrêter de le prendre pour plus crétin qu'il n'est en disant que voilà, si on lui montre le réel, il va faire ceci ou cela. Il faut montrer le réel quand on est un journaliste. Heureusement, il y a des forces alternatives aujourd'hui qui s'élèvent et qui s'érigent contre ce genre de pratiques. Et je le disais en début de cet entretien, votre 3e chapitre est consacré aux alternatives en construction et vous mentionnez l'Institut libre de journalisme, par exemple. Oui, alors malheureusement, ce chapitre des alternatives, il est beaucoup plus court. Il est plus court, hein, il est clairement beaucoup plus court. Que celui que le reste du livre, mais on espère que ces alternatives vont se développer de plus en plus. Pour l'instant, on en a en effet mis en avant une seule, c'est l'ILDJ, qui en effet offre une alternative à ce formatage avec une vision, on va dire, un peu plus conservatrice, libérale conservatrice, on pourrait dire, même si pour moi c'est un peu un oxymore cette expression, mais c'est au moins une première petite incise dans ce monopole, parce que pour l'instant c'est un monopole absolu de la gauche, on va dire libérale libertaire, sur la formation des journalistes. Et sinon c'est les stages dans les médias alternatifs. Et sinon c'est les stages dans les médias alternatifs, mais il faut pouvoir les imposer à sa formation, parce que je pense que si vous êtes dans une de ces écoles et que vous annoncez que vous faites un stage à TV Liberté, ça risque de passer. Vous pouvez aussi devenir journaliste en commençant par un stage à TV Liberté, ou à Boulevard Voltaire, ou à Valeurs Actuelles. Vous êtes bien placé. Je suis bien placé pour le savoir. Je pense qu'il y a une vie en dehors des écoles de journalisme. D'ailleurs, les écoles de journalisme, à de très rares exceptions près, sont assez récentes. C'est un phénomène qui est né après la Seconde Guerre mondiale. Il y a quand même toute une histoire du journalisme et de grands journalistes sans école de journalisme. Mais il y avait peut-être d'ailleurs plus de liberté à ce moment-là donc on peut très bien, en effet, surtout aujourd'hui avec la multiplication des médias alternatifs, etc., devenir un journaliste très sérieux et même vivre de son travail sans passer par ces écoles et donc par ce formatage. Oui. Alors l'avantage quand même effectivement de l'école, vous l'avez dit, c'est au fond quelques recettes en quelque sorte pour faire un reportage d'image ou pour un narratif dans un article. Ça permet de gagner du temps. Ça permet peut-être de gagner du temps. Ça, on peut l'apprendre sur le terrain, on peut l'apprendre par la pratique. Ça prend juste sans doute un peu plus de temps que quand on a une formation spécifique sur ces domaines-là.
Mais on peut s'en passer, à mon avis, très bien. Mais à terme, je me demande, moi, si j'étais père ou grand-père de famille, si j'avais un descendant qui voulait faire journaliste, je pense qu'aujourd'hui, je le pousserais plutôt à aller vers un stage sur le tas dans un média alternatif que dans une école de journalisme, tout simplement parce que le marché politiquement correct se rétrécit et que le marché politiquement incorrect s'étend. Et donc, je me demande, tous ces garçons et filles qui vont dans les écoles de journalisme, ils risquent de finir chômeurs d'ici 5 ans ou 10 ans. Ça me peine beaucoup. Mais c'est sûr qu'il y a une évolution récente qui permet d'avoir quand même quelques espérances avec à la fois la multiplication des médias vraiment alternatifs comme TV Liberté ou d'autres, et aussi, on va dire, la multiplication des organes un peu plus conservateurs, CNews, etc., qui offrent des perspectives professionnelles à des gens qui ne sont pas totalement politiquement corrects. Même si le risque, c'est de remplacer un politiquement correct par un autre. Mais ça fait du pluralisme. Mais ça fait au moins du pluralisme, ce qui est déjà une première étape tout à fait intéressante. Je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être une filière de carrière. On démarre dans le média alternatif, et puis on passe dans le média, moi, que j'appelle de transition, type CNews, par exemple. On a des exemples, par exemple, oui, quelqu'un comme Charlotte Dornelas ou Gabriel Cluzin ont commencé plutôt dans des médias alternatifs et ont maintenant leur ronde serviette dans un média de transition comme CNews. Ah oui, et c'est d'ailleurs encourageant, et ça montre, parce que le problème pendant longtemps, c'était d'arriver à se nourrir d'une certaine façon quand on décidait d'être dans l'information alternative. Aujourd'hui, heureusement, il y a quelques opportunités qui s'ouvrent et j'espère qu'elles ne cesseront de se développer. Eh bien écoutez, on va rester sur cette note d'espoir. Xavier Human, on vous connaissait pour vos chroniques, on vous connaissait pour vos romans. Maintenant, les guides pour garder les yeux ouverts, c'est dans la collection Désintox en partenariat avec l'Observatoire du journalisme et aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Je rappelle votre ouvrage quand même, Formatage continu, Tour de France des 14 principales écoles de journalisme, préfacé par Claude Cholet. C'est un ouvrage à 9 €, alors n'hésitez pas à vous le procurer, chers téléspectateurs. Et puis, n'oubliez pas, je vous l'ai dit en début de cette émission, on clique sur le pouce en l'air, vous nous laissez un commentaire, n'hésitez pas à nous dire quelle école vous appréciez, quelle école vous détestez, si vous en venez, si vous voulez y mettre vos enfants, si vous ne voulez pas y mettre vos enfants. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, à très vite sur TVL.